Yann, j'ai présenté rapidement le cadre de ta présence ici à Brest. Donc sur cette exposition, en écho à l'exposition Liberté, Égalité, Diversité. Ça doit être un thème qui te plaît, non ? Bonjour tout le monde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, oui, parce que... Ah bah tu me dis ce que tu as envie de me dire. Je ne vois pas qu'il y a des gens qui vont dire non, je suis contre la liberté, je suis contre la fraternité. Ouais. Vas-y, continue. Mais sur le jeu qui consiste à remplacer la fraternité par la diversité, est-ce qu'à ce moment-là, on ne peut pas se poser la question que la diversité, c'est le chemin le plus direct vers la fraternité ? C'est des mots, tout ça. Bon. Ouais. Non, mais tu as le droit de me critiquer mots, dans mes questions. Ouais. Non, mais je ne sais pas quoi répondre à ta question. Bon. Voilà. Non, mais... Non. Bon. Non, mais c'est une question que je ne suis pas capable de répondre. Je ne suis pas assez intelligent. D'accord. Alors, on rappelle un petit peu ton parcours, et puis derrière, j'ai quand même une question associée à ce parcours. Donc, bon, le parcours de Yann, certaines et certains d'entre vous l'ont bien entendu suivi. D'abord, bon, très jeune, Yann était assistant réalisateur. Oui. Ça, c'est vrai. Il a même été acteur de cinéma. Il a eu le plaisir de tourner avec Michel Morgan. Ça, on l'envie tous. Bon. Non, moi, je vais vous raconter ma vie, parce que lui, il connaît ça par Wikipédia. Moi, je vais vous le raconter, vraiment. Vas-y. Allez. Quand j'étais gosse, j'étais un gosse épouvantable. J'étais viré de toutes les écoles. J'ai fait 14 écoles dans ma vie. Je crois que j'ai battu un certain record. Je faisais une école, et mes parents me mettaient dans une école au mois d'août pour récupérer, et je me fais virer aussi de l'école. J'ai resté un mois, mon père venait me chercher, il me dit « c'est pas possible, tu as un mois dans une pension pour réviser, tu arrives même à te faire virer ». Et j'étais un gosse épouvantable. Et un jour, mon père me dit « tu sais, quand tu es parti de la maison, ta mère, elle a pleuré tous les soirs pendant un an. Et pendant un an, je n'ai pas donné de nouvelles à ma mère. » J'étais vraiment un gosse inconscient, j'avais une certaine... une méchanceté en moi épouvantable, en inconscience. Et un jour, je vais voir ma mère, il y a quelques années, j'arrive, elle était sur son lit, elle était pas en très bonne santé, j'ai même mis à pleurer, je dis « Maman, je voudrais m'excuser pour cette enfance que j'ai eue, et tu as dû en souffrir ». Et ma mère, elle éclate de rire, ça m'a fait du bien. Elle m'a dit « Mais mon pauvre vieux, on pardonne tout à ses enfants. » Et c'est vrai que tu as été un gosse, on ne comprenait pas. Et donc, voilà ce que je voulais dire. Et donc, je détestais l'école. Je voulais vraiment faire brûler l'école, mais brûler vraiment. J'avais vraiment envie de la faire brûler. Et je suis parti de chez moi et je rêvais de faire du cinéma. Et donc, j'ai été travailler dans les studios de Boulogne. Il y avait à Boulogne des studios il y avait Jean Marais qui tournait Fantomas. Vous imaginez, c'est pas d'aujourd'hui, ça. Et j'ai balayé pendant 15 jours. Après, ce que je veux dire, c'est qu'on peut toujours réaliser ses rêves. Moi, j'étais persuadé que j'allais pouvoir réaliser mes rêves. Donc, et doucement, je suis devenu troisième assistant, deuxième assistant. Et je suis devenu acteur un peu par hasard. J'étais très mauvais acteur. J'ai fait un film avec Michel Morgan à Saint-Tropez. J'avais loué une voiture américaine. Il y a longtemps que j'ai pas pensé à ça, me fait rigoler d'en parler. Avec un chauffeur, j'avais pas de permis, j'avais invité mes copains et j'ai dépensé en un mois ce que mon père gagnait pendant un an à Saint-Tropez. Donc j'avais pété les plombs complètement et j'étais pas un très bon acteur. Donc j'ai essayé de rester acteur et ça n'a pas marché. Je prenais des cours, j'ai failli faire le Grand Mône, quoi. Et à 20 ans, il m'est arrivé une histoire incroyable. Je suis tombé amoureux de la mère de mon meilleur ami. Voilà. Elle avait 23 ans de plus que moi. Alors, c'est pas l'époque où maintenant c'est quelque chose de normal. À cette époque-là, c'était un peu plus compliqué. Et j'ai vécu 10 ans formidables dans l'Allier, dans une propriété elle avait un vieux château en ruine, elle avait une forêt. On a créé ensemble une réserve zoologique. Et je me suis découvert entrepreneur. Voilà, j'ai été passionné par les animaux, par la nature. Et c'est vraiment avec elle, c'est elle qui m'a véritablement fait ce que je suis sans doute aujourd'hui. Elle m'a fait confiance, on était amoureux, elle vivait dans la forêt et on a créé une réserve ensemble. Et quand j'ai eu 30 ans,
Je suis parti, j'ai découvert ma femme d'aujourd'hui. On est partis tous les deux faire une étude sur les lions au Kenya. Et c'est d'où a commencé ma vie de photographe, parce que je dis souvent que ce sont les lions qui m'ont appris la photographie. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en France, on peut passer un doctorat même si on n'a aucun diplôme. Si vous trouvez un directeur de thèse qui l'accepte, vous pouvez à 70 ans passer un doctorat, devenir scientifique, vous allez soutenir votre thèse. Et ça, c'est un truc qui est génial. Et donc, je voulais devenir scientifique. Je n'ai pas soutenu la thèse, mais pendant 3 ans, on a travaillé. Et moi, j'avais demandé à mon directeur de thèse, qui était Pierre Pfeffer, qui était un professeur du muséum, de le faire en photo. Il avait accepté. C'est la première fois que ça avait été demandé et autorisé. Et ma femme écrivait et moi je faisais les photos, ce qui était beaucoup plus simple. Et c'est vraiment les lions qui m'ont appris la photographie, quoi. Voilà, après. Et pour gagner ma vie, j'étais pilote de montgolfière, donc j'ai découvert la photographie aérienne. Et puis voilà, tout s'est enchaîné. Voilà, en gros, je vous fais bref le début. Je voulais précis sur mon enfance. Voilà. Non, mais je ne suis pas tellement fier d'ailleurs de tout ça. J'étais un sale gosse, j'étais vraiment un sale gosse. Et c'est drôle parce qu'il n'y a pas très longtemps, il y a 3 ans, on m'a volé mon scooter. Et donc à Boulogne, et le commissariat m'appelle. Il me dit voilà, il y a le gosse qui a volé le scooter qui est là, j'arrive à porter plainte. Et puis je dis je ne vais pas porter plainte. Parce que moi, les scooters, j'en ai volé moi aussi. Donc, je ne vais surtout pas porter plainte. Alors le père, il m'a remercié, larmes dans les yeux. Je ne sais pas si le fils a bien compris, mais s'il a compris la leçon. Voilà. Et j'ai récupéré mon scooter. Bien, donc cinéma au début. Il y a bien des gens qui ont volé des scooters ici quand même, non? Non? Personne n'a volé un scooter? Levez la main ceux qui ont volé un scooter. Ah putain, en Bretagne, ils sont... on a une main qui s'est levée quand même. Ah, une main? Où elle est la main qui est... Où Ah, génial, merci. Heureusement que tu es là, toi. Ouais. Bon, donc, mais néanmoins, le fil rouge après le cinéma, donc la photographie, bon, c'est l'image. L'image non, c'est pas l'image. C'est pas l'image. Alors, ça n'a jamais été l'image. Mon fil rouge a toujours été de travailler sur des projets qui donnaient du sens. C'est tous les travaux que j'ai faits en photo, même quand je faisais le Paris-Dakar, qu'on m'a beaucoup reproché, j'ai été passionné par l'Afrique, j'étais passionné par c'était une aventure humaine d'ailleurs entre les photographes, mais j'avais envie d'amener, en tout cas de comprendre mieux l'Afrique, et donc j'ai adoré faire le Paris-Dakar, comme j'ai adoré faire Roland-Garros d'ailleurs, mais même si c'était en moins de sens que ce que je faisais d'habitude, mais essayer de comprendre... Alors c'est un peu prétentieux, je vais vous dire, mais quand je faisais Roland-Garros, j'essayais de comprendre la psychologie du joueur. Parce qu'il était tout seul, comme ça, Roland-Garros peut toujours penser un peu à un cirque, où il y a des hommes qui se battent à mort, parce que c'est vraiment une bagarre beaucoup plus violente qu'on le pense de faire des finales ou de battre contre quelqu'un. Et ça m'a toujours intéressé d'essayer de comprendre. Voilà, et puis on travaillait avec des télés. Moi, je venais de la photo animalière, donc je travaillais avec des gros télés. C'est un des premiers photographes sur le sport qui travaillait avec des très gros télés, donc ça m'intéressait de faire une photo un petit peu différente. Mais en dehors de ces grands projets que je faisais, j'étais quand même très, très engagé dans les projets de nature, de gens avec les animaux. Donc j'ai beaucoup travaillé pour Géo, sur des grands sujets. Et j'ai commencé la Terre vue du ciel en 92, après la conférence de Rio, première conférence de Rio. J'ai eu envie de faire un travail très influencé par Salgado, qui avait fait le travail de la main de l'homme. Je voulais faire un grand travail pour la Terre vue du ciel, et c'est vrai que c'est un travail qui m'a transformé par ce que j'ai appris et transformé par le succès. Voilà, aussi. Oui, ça a permis aussi d'ailleurs de développer d'autres projets, la Terre. C'est-à-dire que j'ai eu une chance incroyable quand j'ai fait la Terre. D'ailleurs, je veux remercier mon ami Alain Mingan, qui s'occupait du Figaro Magazine et qui a été une des personnes qui a financé en partie la Terre vue du ciel, parce que tout le monde en avait ras-le-bol des photographies aériennes et plus aucun journal n'en voulait. Et il m'a beaucoup aidé et je te remercie encore. Et donc, on a fait ce livre sur la Terre vue du ciel que vous connaissez tous. Mais ce qui est intéressant, d'abord, c'est que c'est les libraires qui ont mis ce livre en avant, qu'on en fait un succès. Parce que le livre était pas cher, était moins cher. Hervé de la Martinière m'avait dit, écoute, c'est un travail de ta vie, on fera le prix que tu veux, le format que tu veux. C'est quand même sympa qu'un éditeur te dise ça. Et donc le livre était vraiment 30 à 40% moins cher que les autres quand il est sorti. En raison, parce que Hervé avait fait un très gros tirage, j'avais peur de ne pas les vendre, donc il avait baissé le prix. Et après, j'ai imposé que le prix reste sur les autres. Et on en a vendu près de 4 millions d'exemplaires, mais chaque fois, j'avais imposé que le prix soit pas cher. Et
Et la chance que j'ai eue, c'est que personne ne voulait m'exposer, aucun musée ne voulait de nous. Donc on a inventé les expos dans la rue, et on a inventé l'expo, je ne sais pas, des gens qui l'ont vu rue de Médicis, il y a des gens qui l'ont vu au Jardin du Luxembourg. Voilà, ça a été un expo incroyable. Et ça a été... j'en ai fait 200 dans le monde comme ça, donc ça a donné une publicité au livre qu'on ne peut même pas imaginer, quoi. C'est la première fois qu'on exposait dans la rue des images, et des images de notre maison, quoi. Donc voilà. Et le succès nous a permis de créer une fondation, de faire de la télé, de faire du cinéma. Voilà. Donc cette fondation, on peut en parler quand même. Oui, dire quelques mots. Si vous venez à Paris, je ne sais pas si les gens de Brest vont souvent à Paris, ça ne doit pas être marrant d'aller à Paris quand on habite comme ça. Quand je suis sorti d'ici du train tout à l'heure, j'ai eu un coup de diode, c'était génial. C'est frais, c'était pur. Je me dis, on est bien en Bretagne quand même, c'est vrai. Et je l'ai vraiment ressenti tout de suite en sortant de la gare. Je me couchais très, très, très tard hier soir, donc je dormis dans le train tout le temps. J'arrive, je regarde par la fenêtre, je vois les bateaux, génial. Parce qu'on arrive vraiment du train, on voit vraiment le port tout près, quoi. C'est rare. Et je suis sorti, j'ai vraiment eu le coup de frais. Et donc j'ai ouvert à Paris, dans le bois de Boulogne, à l'endroit qui s'appelle la Fondation Good Planet, qui est un petit château que nous a prêté la ville de Paris pour une 30aine d'années, avec 3 hectares. Et là, on essaye de parler d'écologie, d'écologie humaniste. C'est-à-dire, j'essaye de mettre en valeur des qualités que je trouve essentielles et qu'on ne travaille pas assez, je pense, qui sont la bienveillance, la gentillesse, la compassion, l'harmonie, l'honnêteté. On parle de ça, en tout cas. Donc on en parle aussi bien des abeilles avec une ruche géante, qu'on parle aussi bien des réfugiés, puisqu'on a fait venir 2 bateaux de Lampedusa et avec un grand panneau qui explique ce que fait SOS Méditerranée. Donc, et en ce moment, on a une très grande exposition de vidéos sur les océans où Jacques Perrin nous a prêté ses films. Voilà, on a des concerts, on a c'est un endroit assez magique. On rame un peu parce qu'on n'a pas assez de monde encore, parce que c'est vraiment un coin un peu au bout du bois de Boulogne. Mais voilà, ça, il y a de plus en plus de gens en permanence et j'adore cet endroit. Voilà. C'est juste à côté du WWF dans le Non, on a récupéré le VVF. Vous avez récupéré. On a tout récupéré. Vous avez tout récupéré. On a tout récupéré et on est en face du champ de course de Longchamp. Voilà. Où se passe Solidaise la semaine prochaine. Voilà. Très bien. S'il y a des gens qui vont à Solidaise. Donc il y a autour de Good Planet, il y a aussi énormément de travail d'éducation, qui est tout tourné vers les enfants, vers les jeunes. Alors, chaque fois qu'on me dit ça, je dis mais attendez, il ne faut pas demander aux enfants de faire ce qu'on n'a pas envie de faire. C'est vrai que je travaille beaucoup dans les écoles. Du moins, je travaillais plus dans les écoles qu'aujourd'hui. C'est vrai qu'on lance, par exemple, avec la Fondation, on fait les posters sur les ODD. Qui connaît les ODD ici, d'abord? Qui levez la main, s'il vous plaît, ceux qui savent ce que c'est que les ODD. Ah, c'est le bout du monde ici, en Bretagne. C'est pas possible. ODD, Objectifs du développement durable des Nations Unies. 17 objectifs. Des objectifs que la France a signés. Et donc, on envoie dans toutes les écoles de France. Regardez sur votre Internet, ODD, vous allez voir. Donc, c'est droits des femmes, lutte contre la pauvreté, les grands classiques. Et on va faire 17 posters qu'on envoie dans toutes les écoles de France. Donc, on est très axé sur l'éducation. Et pour la petite histoire, on avait hier un rendez-vous à l'Éducation nationale avec des vrais fonctionnaires de l'Éducation nationale. Des vrais. Et ils m'ont refusé de mettre une photo des réfugiés en disant que ça allait faire peur aux enfants. Je me suis un peu énervé, mais voilà, on n'en met pas. Donc, il n'y aura pas de photo de réfugiés, qui est pour moi quand même un des gros problèmes, et c'est le début de quelque chose. Donc, voilà, on avait peur de faire peur aux enfants. Donc voilà, c'est compliqué de travailler avec l'éducation nationale, mais en tout cas, ce que je dis aujourd'hui, c'est que je déteste aller dans les écoles parler, et pourtant j'ai 12 écoles en France qui portent mon nom, parce que j'ai parlé de la fin du monde à des enfants, c'est pas agréable. Voilà. Et si vous regardez le monde avec les yeux ouverts, les enfants le savent, en plus c'est pour ça qu'ils manifestent dans la rue. J'espère qu'ils seront de plus en plus à manifester, que le miracle que j'attendais, il vient peut-être de là, de ces enfants qui vont dans la rue se mettre en colère et ils leur disent à quoi ça sert de travailler avec le monde pourri que vous nous proposez. Et c'est les panneaux qu'il y a. Et vous avez tous entendu parler de la petite Greta. Et je trouve que cette fille est géniale, parce qu'elle nous fait honte à tous.
Quand je la vois l'autre jour, elle est en train de préparer son voyage aux États-Unis en allant en bateau aux États-Unis. Elle a raison, quoi. Et voilà. Et elle a que 14, 15 ans, je ne sais pas quel âge elle a, 15, 16 ans, mais elle est incroyablement authentique, vraie, et elle est radicale, ce qu'on n'est pas assez. Voilà. Plus de 10 écoles, je ne sais pas, 12 ou 13 écoles portent ton nom. 12 écoles. Il y en a une qui a fermé, là. 12 écoles maintenant. C'est les petites écoles. Hein. Pour toi, ça représente... C'est toujours très émouvant quand ça arrive. C'est les enfants qui votent. Comment ça se passe? Vous savez, on dit on va donner le nom aux écoles, alors ils mettent plein de noms, et puis souvent, évidemment, Arthus Bertrand est plus connu que Victor Hugo. Donc, voilà, c'est comme ça. Et puis bon, et c'est vrai que les enfants, ils ont une sensibilité. Protéger la planète, quoi. C'est le grand mot qu'on entend tout le temps. Donc voilà, et comme on a fait beaucoup de posters dans les écoles sur beaucoup. Il y a des éducateurs ici, il y a des gens de l'éducation nationale? Non. Non. Ah ben voilà. Vous connaissez les posters quand vous êtes dans les écoles? Non, on a envoyé des posters sur les forêts, sur la biodiversité. C'est comme ça que les enfants connaissent mon nom, en fin de compte. Voilà. Dans les salles de classe, exactement. Et on refait la même opération cette année avec les ODD. Voilà. Mais je déteste parler aux enfants, en tout cas des problèmes d'aujourd'hui, parce que si on commence à rentrer dans le détail, on va dans un monde compliqué et difficile. Voilà. Et les enfants, ils trient les déchets, ils font un petit potager, ils font des dessins sur les murs, mais c'est un peu plus compliqué que d'expliquer aux enfants que voilà, notre système de religion de la croissance est en train de tuer la vie sur Terre. C'est pas facile à expliquer, hein, et j'ai pas tellement envie d'en parler, voilà, aux enfants. C'est sûr que c'est un peu compliqué. Par contre, aux vieux, on peut en parler. Et puis les inviter à agir aussi. Dans toutes les récompenses, et elles ont été nombreuses, que tu as reçues, il y en a une sur laquelle je souhaiterais t'interroger, c'est que tu es aussi peintre de la marine. Oui. Peintre officiel de la marine. Ouais. Quel est ton rapport à la mer, à la Bretagne dans ce cadre-là? Comment est-ce que parce qu'ici on est quand même à la pointe et dans un port, donc... Alors sincèrement, je suis pas un vrai peintre. Je suis un peintre de la marine. J'ai le titre, j'ai l'uniforme, mais par rapport à Plisson ou d'autres, je suis quand même. Je suis pas un peintre de la mer. Je suis pas un photographe de la mer. Je fais pas beaucoup de photos sous-marines. Voilà, je suis pas. Donc c'est un peu une escroquerie que j'ai été nommé. Oui, enfin, c'est quand même quelqu'un qui. Mais je les aime beaucoup et je vais à leurs réunions. Vous savez, c'est un titre qui a été donné par. Qui a été fait sous Louis XIV, je crois, qui a été donné aux peintres. Très ancien, oui. Quoi ? Il est très ancien. Pour peindre les bateaux. Et donc, voilà, il y a quelques photographes. Sincèrement, je suis un très mauvais peintre de la marine. Voilà, je veux dire que je suis pas assez actif. Alors, je suis désolé de te dire ça. Non, mais je te casse, je te coupe ton truc. Mais non, tu ne me coupes pas. Mais enfin, c'est quand même... Yann, tu as toujours rêvé d'avoir une île, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai. J'ai toujours rêvé d'avoir une île. Je suis très ami avec... vous connaissez Guirec Soudet, qui voyage avec sa poule, celui qui fait voilà, je suis très ami avec lui. C'est son père était un de mes meilleurs amis, et cette famille a une île extraordinaire qui est à Évinec, qui est à Plougrescan dans les Côtes d'Armor, et j'adorais cette maison où j'étais gosse. J'ai toujours rêvé d'avoir une île. J'ai même fait un livre sur les îles de France pour voir quelle est l'île que j'allais m'acheter quand j'aurais de l'argent. Je me suis jamais acheté d'île, et j'ai une maison à Port-Cros en ce moment, voilà. Mais j'aurais préféré la Bretagne, mais j'ai failli acheter le Fort Bloquet. Vous connaissez le Fort Bloquet à Lorient? C'est drôle parce que je racontais tout à l'heure, comme je rêvais d'acheter une île, quand j'ai commencé à gagner de l'argent avec le livre, je dis je vais m'acheter mon île, quoi. Alors j'appelle Hervé de la Martinière, je dis il y a une île à vendre, là j'ai vu dans le journal, on va aller à Lorient. Donc on va en avion à Lorient, et comme c'était la marée haute, il y avait une boîte d'hélico que je connaissais, avec qui j'avais volé. Il me dit, bon, si tu veux, je t'emmène sur le fort. Alors on prend l'hélico, on va sur le fort avec l'agent immobilier du Fort Bloquet. Et je deviens complètement amoureux de l'endroit. Tout de suite, il y avait la mer, les vagues, c'était génial. Et sans parler à nos femmes, rien du tout, je dis, on achète. Et on négocie même pas le prix. Et là-dessus, le lendemain, le télégramme. Je vois dans le télégramme un papier... Caroline de Monaco, je ne sais pas où vous avez trouvé ça, Caroline de Monaco et Yann Arthus Bertrand ont acheté le Fort Bloquet. Bon, et il se trouve qu'il y avait quelqu'un qui avait déjà acheté le Fort Bloquet avant moi,
qu'il avait payé moins cher, qu'il avait donné le chèque, mais le chèque n'avait pas été encaissé. Donc l'agent immobilier s'est dit, bon, je vais le filer à Artus Bertrand, on va gagner un peu plus d'argent. Et en fin de compte, il y a eu pas un début de procès, donc on n'a pas pu acheter l'île. Donc c'est vraiment, j'aurais dû acheter le Fort Bloqué avec Hervé de la Martinière. Et ça s'est pas fait. Voilà. Et les îles Éparses, ça vous dit? Les îles Éparses. Comment? Non, je connais pas. Ah. Et c'est où? C'est à quel endroit, Madagascar? C'est autour de Madagascar. Oui, il y a beaucoup d'îles autour de Madagascar. Justement, ça fait partie, c'est les îles Éparses. Mais t'as les îles où il y a les baleines, là, comment ça s'appelle? Les îles Saintes, j'y ai été. Saintes, il y a un hôtel extraordinaire où on voit les baleines sur la côte est de Madagascar. Voilà. Mais je ne me souviens pas du nom éparse. Mais j'ai été sur des îles à Madagascar, oui. Bon, voilà. Oui. C'est pas très intéressant ce qu'on raconte. Mais si, il y avait... il se trouve qu'un jour, je peux partir d'une anecdote pour poser ma question suivante. J'étais dans un autre événement à Vendôme que j'accompagnais. J'étais avec William Klein et à l'époque Maurice Leroy qui était notre ministre de la Ville. Et alors donc, dans les vernissages, Maurice Leroy prend la parole, il est présenté comme ministre de la Ville, et il y a William Klein qui l'arrête comme ça et lui dit « C'est quoi ministre de la Ville? Qu'est-ce que vous faites ?» Alors, Yann est aussi ambassadeur, alors je vais prendre le terme, c'est ambassadeur de bonne volonté du programme des Nations Unies pour l'environnement. Je m'en occupe beaucoup. Alors, c'est quoi être ambassadeur de bonne volonté? Nations Unies, alors ça veut dire que c'est un titre qu'on te donne aux Nations Unies. Alors, je n'ai pas le passeport diplomatique que j'aurais adoré avoir, un passeport bleu. C'est un titre qu'on te donne et quand je suis invité à des conférences internationales et quand je fais des projets avec ma fondation, le fait d'être ambassadeur des Nations Unies me donne un peu plus de pouvoir pour discuter avec les gouvernements. En ce moment, on travaille sur un projet de mangrove au Sénégal. Ça nous permet d'être reçus. Voilà, c'est un titre un peu honorifique. Voilà. Et c'est vrai que j'ai beaucoup été dans les trucs des Nations Unies. On a fait des interviews. J'étais ami avec Ban Ki-moon. Voilà, bon, c'est pas. Voilà, ça m'a permis de rentrer dans un milieu et en même temps où j'en sors un petit peu aujourd'hui parce que je m'aperçois que ça sert pas à grand chose tout ça. Voilà. Mais voilà, moi je suis plus quelqu'un de terrain. Et les Nations Unies, vous savez, je me souviens. Il y avait les bombardements sur Gaza. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, il y avait les Israéliens bombardaient Gaza et il y avait eu des morts. Et ça durait pendant 10-15 jours. Quoi, et c'était épouvantable. Et j'avais dit à Ban Ki-moon, j'avais envoyé un petit message. Et pourquoi est-ce que vous ne vous installez pas, faites pas votre bureau à Gaza? Et ça arrêterait tout de suite. Et il m'a répondu, mais Yann, vous n'avez pas compris. Je ne suis pas le président du monde, je suis le secrétaire des présidents. Je n'ai aucun pouvoir. Et le secrétaire général des Nations Unies, en fin de compte, n'est que le secrétaire des présidents. Et il doit suivre les ordres le vote des Nations Unies. Alors, et pour parler de ça, ça me fait penser à une chose qui aujourd'hui, j'en parle beaucoup, c'est le marchand d'armes. On est le troisième vendeur d'armes au monde, la France. Et le Conseil de sécurité, j'étais l'autre jour aux Nations Unies pour présenter le film Woman. Et l'ambassadeur de France n'a pas pu venir parce qu'il faisait partie du Conseil de sécurité pour parler du Yémen. Le Yémen, bombardé par des canons français, où dans 95% des gens du Conseil de sécurité, ce sont les 95% des armes vendues dans le monde. Donc vraiment, on est le pays des droits de l'homme, on parle de la paix, et en même temps, on est le troisième vendeur d'armes au monde. Et c'est vraiment quelque chose, cette espèce de contradiction permanente dans laquelle on vit aujourd'hui. Ça, c'en est une, en tout cas, pour moi, importante. Comment parler d'écologie, comment parler de vivre ensemble, comment parler si on n'est même pas capable de vivre en paix ensemble. Et c'est de penser que mon pays est le troisième vendeur d'armes au monde, c'est pas quelque chose qui me plaît beaucoup. Et je prépare un film qui s'appelle Legacy, qui est la suite de Home, et je veux en parler. Voilà, c'est des choses dont on dit pas, en fin de compte. Voilà. Il y a un film qui est passé l'autre jour qui est fait par une cinéaste là-dessus, justement, et toutes les usines d'armement, on ne peut pas les filmer à l'intérieur, c'est impossible. Voilà. C'est un... Voilà. En plus, on est à Brest, ici, dans un... Ah oui, dans un univers... militaire. Voilà. Aussi militaire, oui, très militaire. Et en même temps, bon, on a besoin, mais voilà, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Est-ce qu'on a besoin de sous-marins nucléaires? Je me demande. Peut-être vous, ici,
Peut-être que vous en vivez, vous dépendez d'un business autour, mais aujourd'hui, je me demande, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des sous-marins nucléaires? Je ne sais pas. Répondez-moi si vous avez la réponse. Voilà. En même temps, j'aime bien les marins, j'ai souvent été sur les bateaux, donc je ne vais pas... Mais il y a une contradiction qui m'échappe, voilà. Tu parlais sur le fait que voilà, qu'on est fabricant d'armes. Et c'est vraiment quelque chose qui m'obsède un petit peu en ce moment. Voilà. Tu parlais de legacy. Oui, Comment? Bien sûr. Je vous en prie, monsieur. Allez-y. Pour préserver la paix, préparer la guerre. Voilà, Je ne crois pas, parce que vous savez... Voilà, c'est pour résumer la présence... Vous savez, d'où vient tout le bordel qu'il y a en ce moment avec le djihadiste? Ça vient quoi? Ça vient des tours jumelles, ça vient des Américains qui ont été en Arabie Saoudite et ce problème d'Afghanistan. Tout ça vient de là. Ça vient vraiment... Aujourd'hui, nos plus grands acheteurs d'armes, c'est l'Égypte, c'est l'Arabie Saoudite, c'est le Qatar. Voilà, on peut se poser des questions. Est-ce que ces pays préparent la paix? Je ne le crois pas. Voilà. Non, parce que je ne vois pas. On n'en prend pas le. Voilà, ça représente énormément d'argent. Hein. Voilà, c'est des emplois et préserver l'emploi est bien plus important que le reste en fin de compte. Là, il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de morale. Ce qui est important, c'est de préserver l'emploi. Et c'est comme ça surtout. Hein. Sur les. Eh oui, bien voilà. Mais c'est compliqué. Hein, voilà. Allez-y, madame. Oui. Donc, on est évidemment pour le désarmement. Pour le Oui, bien. Et alors, on est conscient ouvrière et qu'il serait temps d'arrêter ça, que ça ne sert plus à rien. De toute façon, il y a de quoi faire sauter une fois la planète si on veut. C'est bon, on arrête la course. Alors, évidemment, l'élément économique est invoqué. Et on est en train de réfléchir. On est un tout petit groupe d'une dizaine de vieilles personnes. Et là, par exemple, qu'on recrée des métiers, ça me fait drôle de m'entendre, qu'on recrée des métiers où, au contraire, on va faire du démantèlement des bateaux, par exemple. Hein. Il n'y a rien qui existe à Brest pour ça. Les gros bateaux de guerre sont allés se faire démanteler en Angleterre, on ne sait sous quelles conditions. Non, ils ont démantelé au Pakistan, au Bangladesh. Voilà, exactement, en polluant la planète. Si ici, à Brest, on arrivait à obtenir un petit peu un audit là-dessus pour savoir ce qui est possible de faire avec toutes les structures qui existent déjà, comment les retransformer justement pour en faire quelque chose qui soit bon pour la planète et non pas continuer à la course à l'armement. Où je rappelle que j'ai vu à la télé l'autre jour, je suis effarée, j'espère que je me suis trompée. Il paraît que le budget de vente d'armes a augmenté de 30% l'année dernière en France. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je l'ai vu à la télé. Le budget de l'armement dans le monde, c'est 1800 milliards de dollars par an. C'est ça. Vous imaginez ce qu'on pourrait faire pour l'éducation, lutter contre la pauvreté? Maintenant, bon, c'est difficile, on n'a pas tout. Est-ce que je peux profiter que j'ai le micro pour passer une petite information, puisque ici nous avons des gens qui sont dans l'enseignement et qui fassent aussi circuler l'info, que l'Université européenne de la paix, nous intervenons dans des écoles pour ceux qui en ont le projet, pour faire une initiation à la paix, c'est pas le mot, mais pour faire réfléchir les enfants sur la paix et comment arriver à amener la paix entre eux déjà et dans leur vie. Et donc voilà, on espère là-dessus. Je vous remercie de m'avoir écouté. On est tous fascinés par la violence. On est tous fascinés par ça. Regardez les jeux vidéo. Je regardais les derniers épisodes de Game of Thrones. Je suis tombé dedans par hasard. Il ne faut surtout pas regarder ces séries parce que on est accro là-dessus, on ne peut plus s'en empêcher. Qui a regardé Game of Thrones ici? Ah ben il n'y a pas beaucoup de gens. Mais c'est dingue ce truc. Quand on commence à regarder, on ne peut plus s'arrêter. On culpabilise qu'on perd son temps. Mais c'est une violence absolument incroyable, quoi. On est tous attirés par ça, quoi. C'est en nous. Hein. Et c'est compliqué, quoi. Bon, on va pas... Oui, monsieur. Oui, bonjour, monsieur. Donc, je suis Jean-Paul Elquin, le président d'une association Morglaz, Mer Bleue, qui existe depuis 20 ans. Nous avons le même combat, mais pas au même niveau, j'ai envie de dire. Je vais rebondir sur ce que madame a dit sur la déconstruction des vieux navires. Effectivement, nous sommes, nous, à l'origine du chantier de déconstruction de navires à Brest. Bon.
Mais en fait, moi j'ai une question simple à vous poser. Tous les deux, avec d'autres, nous militons beaucoup, nous militons au quotidien. Mais est-ce que parfois on n'a pas l'intérêt, on n'a pas l'impression de, en fait, ramer à reculons? Parce que aujourd'hui, je vois tous ces défilés pour la planète. Et on pourrait peut-être évoquer le gigantisme des paquebots, par exemple, le gigantisme des navires également de commerce. Est-ce que ce n'est pas le consommateur, en fait, qui pousse à ce que les armateurs fassent des navires de plus en plus grands, fassent des paquebots de plus en plus grands, parce qu'ils ont envie, en fait, de s'offrir un voyage sur un paquebot, et parce qu'ils ont envie de s'offrir... Vous parlez des bateaux de croisière? Je parle des bateaux de croisière, mais également des bateaux de commerce. Le commerce, c'est encore... Les bateaux de conteneurs, c'est même beaucoup Oui, plus mais important. je sais, puisque... Avec un fioul lourd dégueulasse. Absolument, et puis surtout avec 22 000, 23 000 conteneurs demain, c'est-à-dire avec des produits incontrôlables. Vous savez que... Ouais. Ouais. Vous savez que... Il y a de l'énergie. Hein. Bah oui, parce que moi je milite depuis longtemps en fait. Mais disons que dans les conteneurs, par exemple, rien n'est contrôlable. On a bien vu que quand le Grande America a coulé au large de la Bretagne il y a quelques semaines, en fait, on découvrait chaque jour des produits nouveaux. Et je pense que la pollution aussi, elle se trouve là, en fait. C'est-à-dire que moi, j'aimerais de temps en temps vous voir, vous, mais d'autres, Nicolas Hulot, Yannick Jadot, qui lui fait plutôt de la politique que de l'associatif, mais réagir vivement quand il se passe des catastrophes ou des drames comme cela, parce que si nous continuons à polluer la mer, en fait, demain, il n'y aura plus de vie sur Terre. Comment je vais m'en sortir? Vous savez, on est dans un monde de la religion de la croissance. On vit tous de ça ici. Tous ici, quelque part, on vit de la croissance. Les écoles sont payées par la croissance, les hôpitaux sont payés par la croissance, les routes sont payées par la croissance. Donc on a besoin de cette putain de croissance pour avancer. Et on veut tous gagner plus. Qui ici veut gagner moins? Qui veut avoir moins? On a tous on a tous envie de payer la maison qu'on vient d'acheter. Et donc ce système de croissance est pas viable. On le sait tous. On n'a pas trouvé d'autre système. Donc on râle, on pleure, mais on continue. On est tous... c'est pas les hommes politiques. Les hommes politiques, ils ont les hommes politiques qu'on mérite. Ils sont comme nous. Hein. Voilà. Et donc on est dans un système complètement paranoïaque. On n'arrive pas, on est en train de se mordre la queue. Quoi. On tourne en rond, essayer de trouver des solutions qu'on sait qui sont pas... et moi, je vais expliquer dans mon film. Il faut dire les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Les hommes politiques sont complètement désemparés. Il y a la vision électorale de l'emploi, des usines qui ferment, les problèmes écolos. Quand on veut arrêter le Roundup, vous avez vu le bordel. On n'arrive même pas à l'arrêter parce que les emplois, parce que l'industrie agricole est une des plus grosses, la deuxième industrie française. C'est des chiffres colossaux, la taille des coopératives. Je disais, il y a un papier, il y a un podcast formidable dans France Info sur dans les secrets de l'info sur les grosses coopératives françaises agricoles. Elles seraient au 440 si elles n'étaient pas des associations ou des coopératives, avec des filiales à l'étranger et tout. Il y a un poids formidable. On n'arrive même pas à arrêter ça. On a perdu 30% des oiseaux. On a perdu 80% des insectes. On sait que c'est pas bon. On parlait hier de la série qui passe en moment sur Arte, qui est formidable, sur le problème des pesticides. On n'arrive pas à s'en sortir. C'est faux. Et si d'ailleurs, si on mangeait tous bio, il n'y aurait pas de Monsanto. Donc on est quelque part, on est responsable. Si vous ne demandez pas à votre boulanger, faites-moi du pain bio. Si vous demandez, on est responsable de Monsanto. On est toujours à mettre la faute sur les autres, vous avez raison. Mais c'est un problème, chacun doit... Et de toute façon, vous dites qu'on rame, mais il n'y a pas d'autre moyen que de continuer à avancer et de se battre. Quand vous commencez là-dedans, on ne baisse jamais les bras. Je ne connais pas de gens qui sont engagés, qui arrêtent. Parce qu'on est passé de côté de la barrière, qu'on devient un combattant, on le reste toute sa vie, même si on sait qu'aujourd'hui, ce qu'on fait ne sert pas forcément, mais même on est obligé de le faire, il n'y a pas d'autre façon de le faire. Mais c'est compliqué. Hein. Regardez par exemple la viande.
tout le monde sait que la viande industrielle est en train de détruire la planète. Quand détruire la planète, c'est un mot que j'aime pas beaucoup parce que c'est détruire la vie sur Terre. Il y a un papier formidable d'hier dans Le Monde sur la puissance du soja dans toute et là on est en plein en Bretagne, on est en plein dedans, quoi. Tous vos cochons, vos poulets, c'est nourri avec du soja sud-américain ou américain. Donc il faut arrêter de bouffer de la viande. Arrêtez de manger de la viande industrielle. Et qui est végétarien dans cette salle? Vraiment végétarien, vous mangez du poisson ou pas? Oui, bon, voilà, bon, c'est un peu comme moi, quoi. Oui, vous êtes comme moi. Mais voilà, je pense qu'il faut être radical aujourd'hui. Il faut refuser cette viande de ce cochon. Et il faut aider les paysans à se reconvertir. Et il se trouve que le cochon, en ce moment, il est en train de monter avec la peste en Chine. Donc c'est formidable. Mais il faut qu'ils en profitent pour se reconvertir. On peut plus, cette viande n'a aucune valeur. Ils font un boulot, ils travaillent 70 heures par semaine. Ils ne gagnent pas leur vie, quoi. Ça ne peut pas continuer comme ça. Tout le monde sait que ce n'est pas bon pour personne. Et on continue quand même. Et c'est difficile hein, d'avoir le courage. Et on manque de dirigeants, quoi. Les politiques sont vraiment en dessous de tout. Moi, je suis très... alors, ils ne sont pas tous comme Balkany, mais quand même, quand je vois Balkany a été réélu 4 fois, je me dis, mais attends, pas possible, quoi. Voilà, on a besoin d'un politique plus courageux. On va pas faire une discussion de comptoir. Allez. Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis un écolo un peu perdu. Ça ne m'empêche pas de travailler. Et je travaille sur des projets locaux à la Fondation où on fait venir des gens, où on essaye d'aider les associations. Je m'occupe d'un orphelinat à Brazzaville, j'adore ça. Je m'occupe de réfugiés, je m'occupe. Disons que j'aide des gens qui font beaucoup plus que moi, faut dire la vérité. L'orphelinat, c'est pas moi qui m'en occupe, mais j'aide, je trouve les moyens, j'y vais de temps en temps, mais je fais beaucoup moins. Voilà, c'est ma façon à moi d'accepter le monde comme il va. Et je pense que chacun ici peut faire quelque chose. Voilà. D'autres questions dans le c'est vrai qu'on va vraiment extrêmement compliqué. Et quand vous parlez à Hulot, gens comme ça, tout le monde en est à se dire, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et tous les chiffres que vous voyez, qu'on entend en ce moment, sont de pire en pire. Perte de la biodiversité, c'est invraisemblable, quoi. Ce qui vient de se passer là dernièrement, il y a un mois, les chiffres sont quand même... On a perdu 60% du vivant en 40 ans. 60% du vivant en 40 ans. En même temps, il faut dire la vérité, on vit beaucoup plus vieux. Hein, il y a beaucoup moins de mortalité infantile, il y a beaucoup moins de gens qui ont faim. On est dans un monde, on est tous beaucoup plus riches, donc on vit tous beaucoup mieux. Le problème, c'est qu'on est 7,7 milliards et que ce poids de progrès, c'est la vie autour de nous. La biomasse des vertébrés sur la Terre, ça c'est un chiffre qui me fascine, la biomasse des vertébrés. On est dans des mammifères, disons, on est dans l'ère des mammifères. Hein. La biomasse des mammifères sur la Terre, c'est 98% l'homme et ses animaux domestiques, 2% les animaux sauvages. C'est dingue, c'est fou. On est une espèce tellement intelligente, on a colonisé la Terre et on la consomme, quoi. Et tous les chiffres sont alarmants, mais comme on n'a pas d'autres moyens, on continue. Et encore, nous, on n'est pas un pays comme la Chine, ou ces pays-là qui sont des pays avec des expansions incroyables, où vous traversez la Chine, vous passez un mois après, il y a des immeubles qui ont été construits par comme c'est une espèce de fourmilière qu'on n'arrive pas à arrêter, quoi. Et on en fait partie. Et en plus, on est un peu le modèle, les pays occidentaux, le modèle du monde entier. Hein. Quand vous habitez le Mali ou le Niger et que vous regardez parce qu'il ne faut pas oublier une chose qui a vraiment révolutionné le monde, c'est la communication. Moi, les gosses avec qui je travaille à Brazzaville, ils m'appellent sur Viber ou sur WhatsApp. Ils connaissent tous Internet, quoi. Et sur Internet, ils savent très bien quel est le salaire moyen ici, ils savent quelles sont les aides. Les réfugiés, ils arrivent à Paris, ils parlent à peine français. Ils disent on a le droit à 450 € par personne. Ils le savent déjà. Alors ils savent que c'est compliqué, qu'ils ne vont pas avoir les papiers, mais ils sont au courant de tout ça. Et quand vous vivez dans un pays où il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de service de santé, vous feriez comme eux, vous viendriez, quoi, vers ce paradis incroyable que vous voyez à la télévision et que vous voulez en faire partie. En plus, vous téléphonez à vos copains qui disent viens, c'est génial, j'ai un boulot. Voilà. Et je pense que la grande crise migratoire, elle n'a pas encore commencé. Hein. Voilà, donc... Et cette chose-là est en train de changer le monde. Et tout le monde a envie de vivre comme nous, quoi. Regardez comment on vit. On vit dans un pays incroyable. Hein. Il n'y a pas très longtemps, ma femme avait un petit accident. J'étais au SAMU de la Riboisière. Je ne revenais pas de l'humanité qu'il y avait dans la salle d'urgence à l'hôpital. Il
Il y avait 40 personnes qui attendaient, tout le monde attend, mais voilà, c'est gratuitement t'es soigné, c'est sérieux, avec des gens qui te sourient, Et je voyais, il y avait des... Ah, écoutez, à un moment, ce que j'ai vécu, je n'en revenais pas. Il y avait plein de SDF, et je voyais les infirmières et les médecins, comment ils étaient. Je dis pas... mais ils étaient quand même, ils étaient là, quoi. Et vraiment là, ils étaient là pour aider. Et c'est pas des gens qui ont des gros salaires, on le sait tous. Hein. Voilà, donc on vit dans un pays incroyable, quoi, avec des aides sur le chômage, l'éducation. C'est un paradis quand vous vivez en Afrique. Dans des pays où il n'y a rien. Il faut le savoir, ça. Hein. Alors, monsieur. Vous comprenez un peu mieux. Je crois que je comprends un peu mieux pourquoi vous ne voulez plus parler devant des enfants. Voilà. Bon, j'ai levé la main quand vous avez demandé tout à l'heure s'il y avait des éducateurs. Je suis professeur, effectivement, mais bon, j'espère que c'est pas inéluctable, que vous changerez d'avis à l'avenir. Je reviens en fait sur un des films que vous aviez proposé à la vision, c'était La fin du pétrole, je crois. Et dans la fin de ce film, vous parlez de solutions d'avenir. Et là, je vous sens un peu pessimiste. Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, actuellement des choses sur lesquelles vous vous accrochez qui vous donnent de l'espoir? Alors, pour parler des enfants, c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, ça m'a vraiment ouvert les yeux. J'avais fait une conférence à hier, on a projeté le film Planète Océan. C'est des gosses de 13-14 ans. Et il y a un petit garçon qui me dit « Mais monsieur Arthus Bertrand, c'est quand la fin du monde ?» Pas marrant quand on entend ça, tu vois. Ouais, j'imagine. Et je lui dis, mais comment? Moi, j'y pense pas. Il me dit, mais moi, je lis les journaux, je regarde la télévision, j'écoute mes profs. C'est marqué partout, la 6e extinction, c'est l'appel des 15 000 scientifiques qui était la une du Monde il n'y a pas si longtemps. Voilà. Et je demande aux enfants quels sont ceux qui croyaient à la fin du monde. Eh bien, 70% des bras se sont levés. Mais ça ne fait pas rigoler du tout. De penser que des enfants de 14-15 ans aujourd'hui ont conscience, alors ils n'ont pas peur parce que nous on n'a pas peur, ont conscience de la fin du monde. Voilà, donc c'est vraiment une chose qui me... Et je pense que les manifestations qui se font aujourd'hui, ça seront de plus en plus violentes. Et j'espère que tous les gosses du monde vont manifester dans la rue. Mais vraiment, je pense que c'est peut-être la seule chose qui peut nous faire tous bouger. Je ne vois pas comment on va arriver à inverser le truc. Bien sûr, c'est des enfants qui sont à l'école, qui rentrent le soir chez eux, qui se mettent devant la télé, quoi. Ils sont comme tous les autres, mais... Ils ont une prise de conscience et peut-être une utopie et une générosité que nous, on a un peu perdue, je pense. Ouais. On peut parler de la fin du pétrole. J'ai fait une émission sur la fin du pétrole. Alors, tout ce que je dis à cette époque-là était faux. C'était Yves Cochet que j'avais emmené avec moi, qui parlait de la fin du pétrole en 2020 et on parlait de la guerre et tout. On en est très loin. Il n'y a pas très longtemps, je parlais à Pouyanné, qui est le patron de Total, qui me disait il y a encore au moins du pétrole pour 30 à 40 ans. Alors, c'est déprimant, ça. Hein, Et aujourd'hui, l'Amérique est redevenue le premier producteur d'énergie grâce au gaz de schiste. Et donc l'économie est repartie à fond. Et il faut savoir aussi, en parlant des États-Unis, que toutes les retraites des Américains sont indexées sur la bourse. C'est pas comme en France. C'est des gros fonds de pension. Donc plus l'économie est meilleure, donc les gens... Donc vous comprenez aussi pourquoi les gens votent Bush et votent Trump. Parce qu'ils pensent que Trump voilà, est bon pour l'économie américaine. Et pour l'instant, ils ont raison. Donc voilà, on est tous, vous savez, quand vous avez un petit titre retraite, eh bien vous essayez, voilà, donc 1 euro, c'est 1 euro. Donc c'est une raison. Et c'était quoi ma dernière question? C'était... Je crois que vous y avez répondu, en fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... si vous aviez espoir, comme actuellement, toujours. Vous savez... C'est délicat pour nous, vous savez, avec les lycéens. Vous avez vu mon film Human ou pas? Qui a vu mon film Human ici? Je vous conseille d'aller le voir. On le passe tout à l'heure, je crois, le film Human. Bon. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Et c'est ça en quoi j'ai espoir. C'est ces valeurs de... Et je vous conseille de regarder les vidéos de Pablo Servigne. Ça vous dit quelque chose, ça, ou pas? Le collapsologue. C'est extraordinaire parce que c'est un type qui vous parle de la fin du monde et vous sortez de là en souriant, avec un temps joyeux. Parce qu'il parle de toutes ces valeurs de fraternité qu'on va retrouver, le travail dans les champs, quoi. C'est complètement utopiste, mais c'est un type qui est génial et qui est vraiment Pablo Servigne. Regardez ça sur YouTube, c'est génial. Et qui explique comment... Ah oui, bien sûr, oui. Et il a fait beaucoup. Mais il est vraiment passionnant. C'est vraiment une nouvelle façon de voir le monde. Mais lui, il pense que le collapse, c'est dans 2050, 2060. Hein. Eux, ils sont encore beaucoup plus... je suis en train de lire le bouquin de Fred Vargas. Hein, vous pourrez, alors, le bouquin, c'est pire que tout. Celui-là, alors là, Fred Vargas sortait de là. Mais elle aligne tous les chiffres les uns à côté des autres. Et c'est limpide, quoi.
On peut pas négocier avec ces chiffres, c'est innégociable. Voilà, donc je suis désolé de vous plomber l'après-midi. Mais en tout cas, l'espoir, il est dans les gens. Il est dans la fraternité, dans la bienveillance, ces qualités que je crois, que je répète, qu'on ne travaille pas assez à l'école. Et peut-être aussi l'honnêteté, la morale, l'éthique. C'est quelque chose qui peut changer le monde, ça. Voilà. Donc, on est tous... De toute façon, moi, je vis qu'avec des jeunes qui veulent changer le monde. Je vis dans un monde extrêmement positif, même si moi, je le suis un petit peu moins en vieillissant, mais en même temps, voilà. Allez-y. Une autre question avant que nous ne clôturions. Oui, madame. Ou une remarque. Oui, mais si vous voulez... Excusez-moi. Moi, je connais bien Cyril Dion, on est très amis. Mais moi, c'est ce que j'ai fait dans Vue du ciel très longtemps. On montre les bons exemples. Mais c'est pas ça qui change le monde. Excusez-moi, on n'est pas... Ça change le monde, et heureusement que c'est là, ça nous donne de l'espoir. Mais l'espoir, il ne faut pas mettre l'espoir dans les gens qui font, les ONG, les hommes politiques. L'espoir, c'est vous. Si vous ne le faites pas, ça ne sert à rien, ce film. Si vous regardez le film en disant c'est génial, il y a plein de gens qui font, ils vont changer le monde, ça ne marchera pas. Parce qu'ils font, qu'est-ce que je fais moi maintenant, aujourd'hui ? Et l'espoir, il est dans ce que je fais moi. Et c'est ça qui m'intéresse, en fin de compte. Exactement. C'est ce que disaient les Grecs, que l'espoir, en fait, c'était très mauvais, parce que ça voulait dire qu'on n'était pas heureux au moment présent. Je crois qu'il faut aussi peut-être revenir un petit peu plus au présent, et puis s'acharner, ou s'efforcer un petit peu plus, et de faire en sorte que tout se passe bien autour de nous, qu'on consomme bio le plus possible, qu'on utilise peut-être le moins possible sa voiture, l'avion, toutes ces choses-là sont des gestes simples. C'est à partir de la base que le monde repartira. Et effectivement, dans la fraternité que vous avez remplacée, vous, par, je ne sais plus... Voilà, la diversité. Ça va de pair, c'est la même chose pour moi, diversité et fraternité. Vous savez, je prépare un film qui s'appelle Legacy en ce moment. Legacy, c'est le titre d'une expo, d'un livre et d'un film que je suis en train de faire, qui est un peu... C'est pas legacy, ça veut dire en français héritage. C'est pas mon héritage, mais c'est l'héritage que ma génération laisse aux jeunes aujourd'hui. Et c'est la génération d'après-guerre, c'est la génération qui a tout, voilà, qui a fait cette espèce de croissance incroyable, quoi. C'est vrai. Et donc on fait un film là-dessus. Et il y a un copain qui m'a envoyé une petite vidéo qui est piquée sur Internet. Pendant que je faisais mon film, il dit regarde ça, ça va te faire réfléchir. C'est un petit gosse en Afrique. Il dit mais c'est vrai qu'en France, vous avez tellement d'eau potable que vous faites caca dedans. Mais il a tellement raison, quoi. Tellement raison. Comment aujourd'hui, on est assez con pour pisser dans les lavabos avec de l'eau potable. Dans le lavabo, excusez-moi, je ne suis pas dans les lavabos tous les jours. Dans les toilettes, mais c'est vrai que c'est ridicule. Quand l'eau est filtrée, nettoyée, et on va chier dedans. Mais c'est n'importe quoi. Et ça, c'est le monde. Et voilà, parce qu'on peut le faire. Alors c'est bon, c'est peut-être. Toutes les maisons aujourd'hui devraient avoir 2 circuits d'eau, quoi. Le circuit d'eau de pluie et le circuit qui est voilà. Et c'est pas fait encore. Et moi, dans les écoles, j'avais demandé que dans les écoles qu'il y ait un circuit d'eau justement pour l'eau de pluie dans les toilettes. Et c'est interdit. On n'a pas le droit de mettre de l'eau qui n'est pas potable dans les chiottes. C'est interdit. Non, mais c'est un peu n'importe quoi. Bon, ça, c'est des règles ça peut évoluer, je pense qu'on peut avoir des subventions, mais c'est vrai que et je trouve que cette vidéo, elle m'a vraiment ouvert les yeux, quoi. Et c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui, quoi. C'est de l'eau potable, traitée, qu'on va foutre à la poubelle. Voilà. Bon, voilà. C'est ce monde de gâchis dans lequel on vit. Bon, si on peut le faire, on le fait, quoi. Voilà. Alors, d'autres questions ? Excusez-moi de dire des choses idiotes. Mais... Sinon, ça va être une drôle de conclusion pour une rencontre, parce qu'il est 13h30. On peut peut-être prendre encore une question. Non, mais en tout cas, allez voir ce film Human, que c'est vraiment un film extraordinaire. Ça vient de... Extraordinaire. C'est pas parce que c'est bien le mec qui dit « j'ai fait un film extraordinaire ». Ce que les gens nous ont dit était absolument extraordinaire. Et ça vient de tout ce travail... ça vient d'un projet qui s'appelait 6 milliards d'autres qu'on avait monté au Grand Palais. Il y a des gens qui l'ont vu à Paris, au Grand Palais ? Non. Alors on avait été... Un jour, je suis tombé dans une panne d'hélicoptère au Mali, dans un petit village, ce qu'on appelle les agriculteurs de subsistance. Vous savez, c'est des gens qui ne vendent rien, qui travaillent tous les jours, presque comme un sacrifice quotidien, qui sont là pour nourrir leur famille et qui ne vendent pas. Et j'ai resté 3 jours avec eux et ils m'ont raconté leur vie. M'ont raconté leur angoisse. Vous savez, quand vous êtes un agriculteur de subsistance et que vous êtes malade, c'est terrible parce que vous ne pouvez pas nourrir votre famille. Donc la maladie, c'est quelque chose, c'est l'angoisse. Surtout pas tomber malade, ne pas se blesser.
parce que sinon on ne peut pas travailler la terre, et c'est pas travailler la terre, on ne peut pas nourrir ses enfants. Aussi, il m'avait raconté qu'il fait beaucoup d'enfants, parce qu'en faisant beaucoup d'enfants, comme ça, c'est les gens qui s'occuperont d'eux quand ils seront vieux, et ils pourront travailler dans les champs. Donc quand vous êtes agriculteur, vous faites beaucoup d'enfants pour avoir des bras. Voilà. Puis l'angoisse de la météo, quand la météo est mauvaise, ben, rien ne pousse, et donc chaque année on regarde, est-ce qu'on ne va pas avoir faim, quoi. Et ça m'avait tellement marqué ces 3 jours que j'avais passé avec eux, où ils m'avaient parlé les yeux dans les yeux, et ils m'avaient dit des choses extraordinaires que je me suis dit, dans mon travail, il manque la voix des hommes. Et j'avais fait ce projet qui s'appelait 6 milliards d'autres, où j'avais envoyé des jeunes avec des caméras poser les mêmes questions à tout le monde autour du monde sur le sens de la vie. Et c'était une exposition que j'ai adorée. On a fait un film qui s'appelle Human, qui parle de choses importantes. Est-ce qu'on est capable de pardonner? Ça parle de la pauvreté, ça parle du sens de la vie, en fin de compte, des questions essentielles. Et pour conclure, c'est bon, je peux conclure maintenant? Conclue, oui, très bien. Pour conclure, formidable. Je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'étais à Madagascar pour faire ce sujet sur Human, et j'étais avec des gens vraiment au bout de Madagascar, où les gens ne savent pas lire, ils ne savent pas écrire, des gens qui sont vraiment les agriculteurs de subsistance, des gens qui travaillent tous les jours la terre, qui sont un peu loin de tout. Et dans les interviews, il y a une question qu'on pose toujours. On pose, quel âge vous avez? Qu'est-ce que vous faites comme métier? Bon. Quel est votre plus grand rêve? Alors, vous savez, il y a des gens pour qui c'est difficile d'expliquer. Quand vous êtes occidental, on pense que ça veut dire d'avoir un rêve. Là-bas, expliquer ce que ça veut dire d'avoir un rêve, quoi. Et alors, ils réfléchissent, je les entends rigoler. C'était 2 femmes entre elles. Et puis devant le micro, elle me dit, oui, je vais répondre à votre question. Mon plus grand rêve, c'est de mourir avec le sourire. Et je trouvais ça tellement beau comme réponse, tellement magnifique. On va tous mourir un jour, et d'apprendre qu'on va mourir et qu'on doit être en paix avec soi et de finir en ayant et je trouve et c'est vraiment une question qui m'obsède. Est-ce que moi, je serais capable de mourir avec le sourire? Voilà, ça sera ma conclusion. Je pense que c'est conclusion. Voilà, d'accepter la vie qu'on a faite, d'accepter ce qu'on a fait, de régler avant de partir tout ce qu'on n'a pas bien fait, parce qu'il faut aussi régler ces choses-là, et de bien le faire. Voilà, et je pense que mourir avec le sourire, c'est peut-être la plus belle chose qu'on peut avoir dans la vie d'homme. Voilà.